Ça fait super plaisir de vous retrouver pour ce nouvel hebdo potager, d'autant plus que j'ai beaucoup de belles images à partager avec vous. Je vais être franc, j'ai l'impression d'avoir enfin le potager dont j'ai toujours rêvé depuis des années et des années. Et dans cet épisode, je vais vous parler notamment de tout ce cheminement qui fait que j'en arrive là aujourd'hui, qui fait que quand je me balade dans cette jungle nourricière, non seulement je récolte le fruit de mon travail, mais aussi qu'est-ce que je me sens bien. C'est même assez difficile à décrire comme un sentiment qu'on est presque dépassé, voire dominé par la nature avec tous ces plants qui grimpent de tous les côtés, qui prennent possession du moindre espace. La nature déteste le vide. Et ces plants qui ont une vigueur folle, et cette vigueur, cette bonne santé, je me permets d'insister sur ce point. Si le potager aujourd'hui ressemble à cette jungle, ce n'est pas le fruit du hasard, ce sont des clés de fertilité qui sont appliquées semaine après semaine, mois après mois, année après année même, on y reviendra encore dans de nombreux épisodes. Et puis ce sont aussi des solutions anti-sécheresse, des solutions anti-canicule qui permettent de résister, et même mieux que ça encore, de faire face à ces étés toujours de plus en plus chauds et de plus en plus secs. Alors ce potager, quand on le voit comme ça, presque ça peut paraître déroutant parce que quand on le regarde visuellement, presque on n'y verrait pas le moindre légume. D'ailleurs pour l'anecdote, encore hier je m'y promenais avec ma femme et elle me disait c'est marrant parce que de s'y promener, on n'a pas l'impression que ce potager est productif. Et c'est uniquement quand on te voit revenir jour après jour à la cuisine avec des paniers remplis les uns après les autres que là on se dit ah oui, quand même ce potager est très productif. Et c'est vrai que même si je laisse beaucoup de place aux fleurs, aux herbes indésirables, même si je ne taille pas grand chose, que les plants de courge débordent par exemple sur d'autres cultures, même si je ne traite aussi jamais rien, eh bien il y a quand même au moins une centaine de kilos de tomates qui vont sortir, des kilos et des kilos de patates douces, de pommes de terre, d'haricots, de courgettes et bien d'autres cultures encore, sans compter toutes les courges, les potimarrons, les butternuts qui vont sortir à l'automne. Au final, ce sont des centaines de kilos qui vont sortir tout au long de la saison sur seulement 150 mètres carrés cultivés. Et ça me suffit largement, ça nous suffit largement à nous, notre famille de 4 personnes. Le défi majeur de ces dernières semaines, ça a été de faire face à cette saison estivale. Et je sais que dans bien des régions, ça a été aussi une grosse difficulté. Combien vous êtes à me témoigner que vos potagers grillent sous trop de chaleur, trop de sécheresse. Alors, je vous propose de vous repartager mes 3 solutions anti-canicule, anti-sécheresse pour vraiment arriver à maintenir une véritable jungle nourricière et cela même en pleine saison estivale. La première solution qui paraît tellement évidente, c'est l'arrosage, tellement l'eau est la première source de fertilité dans un potager naturel, tellement l'eau, c'est tout simplement la vie, c'est 80-90% du poids de nos légumes. Je le répéterai encore et toujours parce que je n'arrête pas de répondre à des messages, je n'arrête pas de lire dans des forums que des potagers se créent, s'installent dans des zones où cette première source de fertilité n'est pas prise en compte. Alors oui, bien sûr, on pourra réduire drastiquement les besoins en eau, les besoins d'irrigation d'un potager, mais s'il ne pleut pas, si l'eau ne vient pas du ciel, il faudra alors répondre absolument à ce qu'on appelle le besoin d'évapotranspiration. C'est juste biologique ou scientifique comme vous voulez, mais quoi qu'il en soit, l'eau s'évapore avec le vent, avec le soleil, avec la chaleur, et quoi qu'il en soit, nos plants de légumes ont besoin d'eau pour transpirer, pour réaliser de la photosynthèse, et en tant que jardinier, on se doit absolument de répondre à ce besoin d'évapotranspiration de notre potager. Alors ici, j'utilise un goutte à goutte qui bien souvent est caché sous le paillage ou est caché sous cette jungle et clairement
ça me sauve la vie tellement ça me fait gagner un temps considérable. Concernant la quantité d'eau, c'est la question qu'on me pose tout le temps, et chaque fois je suis assez embêté pour répondre parce que cette quantité elle est tellement variable selon votre contexte, selon votre météo, selon votre paillage, selon votre sol, selon vos cultures aussi. Je prends un plant de tomates par exemple qui fera des racines bien plus profondes qu'un plant de courgettes. Il aura des feuilles aussi qui seront moins gourmandes en transpiration et du coup des besoins en eau moins conséquents. Mais je vous donne quand même une indication ou un repère, si vous voulez, des quantités que je consomme ici au potager. Alors on va dire que si on est dans un contexte où il fait chaud, comme aujourd'hui, on dépasse encore les 30 degrés, s'il ne pleut pas, bien sûr, s'il y a un peu de vent, j'espace mes arrosages de 3 jours, parfois même de 2 jours seulement s'il y a du vent, et je mets environ un bon arrosoir par mètre carré, c'est-à-dire 10 litres d'eau. Cette quantité, elle correspond en fait aux besoins moyens d'évapotranspiration de la plupart des cultures. Mais ici, quand même, dans le sud, les besoins sont souvent bien plus conséquents. Et je sais que bon nombre de maraîchers autour de chez moi consomment 2, 3, voire 4 fois plus de quantité d'eau. Mais on va voir qu'avec les deux autres solutions anti-sécheresse et anti-canicule, on va baisser à la fois le besoin d'évaporation, le besoin pour répondre à l'évaporation de l'eau, et on va baisser aussi le besoin de transpiration de nos plants de légumes. Le paillage, lui aussi, j'ai envie de dire, me sauve la vie tellement il est efficace pour réduire grandement l'évaporation de l'eau au niveau du sol et donc pour réduire grandement les besoins en eau. Il maintient un sol assez frais mais surtout un sol humide, et ça c'est tellement important quand on jardine au naturel, parce que la fertilité d'un potager au naturel, c'est le sol biologique, c'est toute cette vie qui va décomposer, minéraliser, humifier tous nos apports. Et sitôt que le sol s'assèche, tout ça, ça s'arrête. C'est exactement comme une panne sèche pour notre voiture. Sitôt qu'il n'y a plus d'essence, tout s'arrête. Et il faut vraiment le voir pareil avec l'eau pour notre sol. Et là aussi, le paillage va vraiment être une solution formidable pour maintenir ce sol constamment humide. Alors je paille comme un fou tant que je peux, déjà avec les cultures que je laisse courir un peu partout dans le potager. Je pense par exemple aux plants de courge avec leurs feuilles géantes qui font comme un paillage naturel. Mais surtout je me sers de toutes les ressources environnantes, le foin, la paille, les tontes de pelouse, les feuilles mortes, les composts plus ou moins grossiers, composts végétaux, composts animaux, composts ménagers qui viennent de la maison. Tout ce paillage, ça amène en plus de la fertilité puisque tout ça va petit à petit se décomposer. Ça protège grandement le sol et ça réduit donc drastiquement les besoins en évaporation de l'eau puisque l'arrosage se fait sous le paillage et l'eau est grandement protégée de la chaleur, du vent, des rayons du soleil. Quand on sait que parfois sur un sol nu par exemple 90% des quantités arrosées peuvent disparaître en étant évaporées, et bien ici dans ces conditions de sol paillé avec un arrosage sous le paillage, on peut tendre au plus près des 0% de quantité évaporée. C'est ma dernière solution de cette année et quel pied quoi, quel kiff de l'avoir mis en place tellement je constate à quel point elle est efficace. Alors après attention, je vous parle d'une région ici dans le sud de la France où les indices UV sont presque tous les jours en été autour de 9 voire indice 10, et bien sûr si vous êtes dans une région où les indices sont plutôt autour de 6, 7 ou 8, vous n'allez pas avoir ce même besoin de protection par rapport aux rayons très violents du soleil. Mais bon, j'ai quand même l'impression d'avoir de très nombreux messages venant d'un peu partout dans le pays, où souvent, hélas, vous avez des potagers qui ont beaucoup de difficultés face à ces saisons estivales qui sont vraiment, j'ai l'impression, de plus en plus violentes. Alors j'ai ombragé assez en hauteur pour que l'ombre portée navigue un peu plus tout le long de la journée selon la trajectoire du soleil. Et j'ai ombragé aussi avec des canisses qui
ont un taux d'occultation autour de 50%, ce qui fait que la lumière est largement assez suffisante dans le potager. Vous savez que la lumière, c'est vraiment essentiel hein, pour nos plants de légumes. Il faut qu'ils réalisent de la photosynthèse. Et là, avec cet ombrage à mi-ombre, dirons-nous, eh bien, vous pouvez voir que c'est très efficace pour à la fois réduire cette sensation de trop fort ensoleillement, de trop forte chaleur, et à la fois laisser passer suffisamment de lumière. Et le meilleur ressenti, souvent, j'aime bien faire ce parallèle entre le jardinier et le potager. Eh bien, le meilleur ressenti, c'est le mien en fait. Et là, même en pleine journée, je me sens bien au potager. Il fait assez frais, l'atmosphère est vraiment bienveillant. Alors que encore l'année dernière, c'était limite pas pensable que j'aille au potager en plein après-midi. Parce que je savais déjà qu'il y faisait bien trop chaud et je savais que le potager avait vraiment une triste mine, tous les plants étaient complètement affalés. Alors que là, même en plein cœur de journée, même avec des températures au-dessus de 30 degrés, eh bien, les plants, comme le jardinier, sont en pleine forme. Et je rajouterai quand même une quatrième clé de fertilité. On en reparlera tous ensemble dans les semaines, dans les mois à venir. C'est le sol. Vous savez que à mes yeux, c'est vraiment presque peut-être la clé la plus importante avec l'eau. Un sol puissant, riche, fertile, meuble, oxygéné. Ça ne sert à rien de pailler, d'arroser si en dessous on a un sol mort, compact. Il faut vraiment y prendre soin au mieux. Et on y reviendra, vous verrez, dans les semaines, dans les mois à venir, tous ensemble. Je finis cet hebdo avec les tomates et plusieurs autres récoltes de ces dernières semaines, histoire quand même de montrer en image que tous mes propos ne sont pas que des belles paroles, mais aussi des belles récoltes. Étant un fada complet des tomates, enfin, pas moi tout seul, hein, tous les quatre, on en mange je crois 1 voire 2 kilos par jour. Alors du coup, j'ai inondé le potager de plants de tomates, on en a 40, 50 plants avec énormément de variétés différentes, tellement je suis en quête de couleurs, de saveurs, d'originalité et effectivement quoi, on récolte là chaque fois, ce sont des paniers mais d'une qualité gustative folle, hein. Ce sont des variétés non F1, non greffées, des variétés anciennes où vraiment là on va chercher la puissance gustative. J'ai assez taillé les plants, surtout sur les parties basses, hein, éliminé la plupart des gourmands. Mais par contre, une fois en hauteur, j'en ai laissé beaucoup plus. Je laisse beaucoup plus les plants livrés à eux-mêmes. Et ce qui renforce d'ailleurs encore plus cette sensation de jungle nourricière. À noter une belle galère avec cette culture de tomates. J'ai eu une énorme invasion de ravageurs. Ce sont des punaises qui ont complètement envahi les tomates. Et les punaises, ça fait de sacrés dégâts. Ça pique les tomates, ça suce toute leur énergie. Et rapidement, elles se fragilisent et elles finissent par pourrir. Alors vous pouvez avoir la récolte qui est sacrément mise à mal. Et en plus de ça, j'étais absent ces dernières semaines, ce qui fait que les punaises ont proliféré à gogo. Et du coup, mon job là depuis ces derniers jours, c'est d'essayer de réguler cette population de punaises. J'en vois encore d'ici qu'il va falloir que j'aille capturer. Alors je me refuse, hein, comme d'habitude, à traiter avec quoi que ce soit. Alors j'y vais tout simplement à la main, je les prélève et je les écrabouille ou je les noie, désolé pour les âmes sensibles, mais parfois le potager c'est aussi la loi du plus fort, c'est parfois un peu d'égoïsme et le besoin, l'envie de nourrir sa famille prend le dessus sur une invasion de ravageurs. D'autres images avec d'autres récoltes encore, notamment les framboises. C'est ma meilleure année avec cette culture. C'est plus d'un bol entier qu'on cueille tous les jours. Et là aussi, hein, vivent les 4 clés de fertilité, hein, ombrage, paillage, arrosage et un sol richement amendé. Les aubergines Slim Jim, elles, sont presque trop nombreuses. On les utilise
surtout pour faire des préparations pour cet hiver, ratatouille et tian notamment. De mémoire, j'avais planté 2 autres variétés d'aubergines, notamment les longues green, les vertes longues, mais j'ai beau chercher dans la jungle, je ne trouve rien. Alors je sais pas, peut-être qu'elles n'ont pas encore fructifié, peut-être qu'elles n'ont pas poussé. C'est ça aussi le problème de ne plus du tout savoir où j'ai planté quoi. Je prends ce qui arrive et sûrement aussi il y a beaucoup de choses en fait qui ont tout simplement pas marché. Toujours des récoltes classiques on va dire sur lesquelles je passe rapidement, des haricots, les courgettes qui sont toujours en abondance semaine après semaine. Et je finis avec une récolte un peu plus originale du maïs doux, notamment ce maïs rouge vif du sud-ouest. Il faut avouer quand même que ça en envoie à l'œil. Le plus dur pour cette culture, c'est d'arriver à le cueillir au bon moment en fait. Il faut à la fois que la barbe, là, ces petits poils qu'il y a au bout des épis, commence à brunir. Et puis il faut presque commencer à ouvrir l'épi et voir si les grains font comme un petit lait. On le voit, il suffit d'en éclater. Et si on a un petit lait blanc qui se dégage, c'est que ça y est, c'est le bon moment. Et surtout, il ne faut pas tarder parce que ne serait-ce qu'une semaine, 10 jours après, eh bien c'est trop tard. Les grains commencent à devenir caoutchouteux, à faire de l'amidon et de suite le plaisir gustatif est bien moins important une fois en cuisine. Alors j'essaie vraiment de récolter dans le bon timing et puis après direct en cuisine, soit à l'eau bouillante, soit au four et encore une fois régalade pour toute la famille. Voilà pour ce premier épisode de rentrée. Je tenais avant de partir à vous remercier énormément pour tous les commentaires, toute la bienveillance dont vous avez témoigné lors de la dernière vidéo avant de partir. J'ai vraiment été touché en fait et je tenais à vous le dire. Je vous dis pas dimanche prochain parce que vous savez que j'ai envie de m'enlever cette pression d'une vidéo par semaine, même si je sais qu'on va très souvent se retrouver et que la plupart des dimanches je serai au rendez-vous, mais je préfère vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin comme toujours de vous, prenez soin de vos proches, ils en ont forcément besoin. Et puis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.